À la une ce soir, la sécurité routière et ces 8 radars qui flashent à double sens depuis hier, une efficacité accrue pour dissuader les auteurs d'excès de vitesse, cause d'un tiers des accidents en Martinique, fermeté des autorités. Vous entendrez la déclaration du préfet. Nous nous rendons dans le sud de l'île où 5000 habitants sont privés d'eau potable depuis ce midi après une casse d'une canalisation. Les réparations ont déjà commencé, un retour à la normale est prévu demain. Une convention pour renforcer la sécurité des bus mosaïques signée ce matin entre l'État, le procureur, la CFTU. Elle prévoit plus de contrôle, de communication et de mutualisation entre les acteurs concernés. Opération séduction pour Benoît Hamon, une délégation d'élus d'outre-mer reçue au QG du candidat à Paris. Des personnalités de gauche comme Victorin Lurel. Au menu, le programme de l'outre-mer du Parti Socialiste. Et puis, il y aura de la couleur avec les coiffures du carnaval incontournables, colorées, stylisées. Nous avons suivi donc les coiffeurs ainsi que des personnes rencontrées à Fort-de-France pour savoir quelles seront les tendances pour 2017. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous et merci de nous suivre notamment en direct depuis notre page Facebook. Attention, gare aux chauffards et aux amateurs d'excès de vitesse. 8 radars flash, désormais à double sens en Martinique. L'annonce a été faite hier par la préfecture. Objectif, lutter contre les excès de vitesse, responsable, je vous le disais, d'un tiers des accidents sur notre île. On fait le point avec Alizé Lutran et Guy Raphaël René. Les automobilistes ont désormais 2 fois plus de chances de se faire flasher. Rien qu'en 2016, 81 800 flashs ont été enregistrés sur nos routes. Un nouveau dispositif plus ou moins bien reçu par les usagers. C'est une bonne chose. Pourquoi ? Parce que ça va calmer la circulation. Les radars aussi, c'est une source de ressources. L'administration voudrait bien gagner un peu de pognon. Bon, ça c'est les conducteurs. Dommage que les bons conducteurs paient pour les mauvais conducteurs. On nous pique tous nos sous. Je suis contre les radars. Il faut mettre tous les radars comme ça. Ok ? Devant, derrière, c'est bon. 8 radars ont ainsi été modernisés sur les 21 que comptent nos routes. Grâce à une nouvelle technologie, le boîtier permet de flasher simultanément dans les 2 sens de circulation. Un outil de plus pour l'État dans la lutte contre l'insécurité routière. Ici ou là, je peux entendre, c'est pas ça fait rentrer de l'argent dans les caisses de l'État. On va dire les choses, il faut revenir aux fondamentaux. 32% des accidents sont liés à une vitesse excessive. L'enjeu, c'est que ces équipements servent le moins possible, c'est-à-dire flashent le moins possible. Et s'ils flashent le moins possible, ça veut dire que l'ensemble des automobilistes respectent les conditions. J'allais dire, ça n'est d'ailleurs pas que les caisses de l'État, mais peu importe, c'est aussi les caisses des collectivités, parce que le rendement, les radars, une partie du rendement est affectée aux collectivités locales. Pas seulement une partie, 100% des recettes des contraventions routières vont aux collectivités gestionnaires des routes. Gros sous ou pas, pour cet acteur de la sécurité routière, le radar reste un moyen dissuasif fort. On va tendre vers, je vais dire un stress, mais une petite lumière qui va dire attention, on peut être contrôlé à n'importe quel moment, et donc ce qui fait qu'on va tendre vers un comportement plus responsable. Les 8 radars concernés se situent sur des axes réputés accidentogènes, sur la RN1 au Marigot et au Robert, sur la RN2 à Bellefontaine, sur la RD7 à Rivière-Salée-Château-Gaillard, sur la RN6 à Dostali au François et sur la RN1 à Trinité. Alors pour bien enregistrer ces dernières informations, on va regarder ensemble l'emplacement de ces 8 nouveaux radars. On vous le disait donc au niveau du Marigot, du Robert Cadette, de Robert Forachaud, de Bellefontaine, de Rivière-Salée, de François Dostali, de Trinité-Valériane et de Trinité-Galion. Donc ces 8 nouveaux radars en fonction à double sens sur les routes de Martinique. Attention, prudence et donc éviter les excès de vitesse. Je vous le disais en titre, 5000 personnes privées d'eau depuis ce midi dans le sud de la Martinique suite à la rupture d'une canalisation située vers le tunnel de Morne-Flamboyant au Marin. Une rupture constatée hier soir par les équipes de la Société martiniquaise des eaux. Les réparations ont commencé dès la mi-journée. L'eau devrait réapparaître au robinet dès demain. Écoutez les explications d'un membre de la Société martiniquaise des eaux, interrogé par Luis Sabas. On a environ 5500 abonnés qui sont en principe privés d'eau, mais j'espère qu'au moment où je parle, il y a encore des réservoirs qui ont peut-être encore un peu d'eau. La remise en eau s'est faite, on va dire, vers 15h30 à peu près, 15h-16h. Il y a 13 réservoirs à remplir, donc c'est pas simple. Ce sont des réservoirs qui font entre 500 et 1000 m3. Il y a toute une canalisation à remplir, donc je dirais que les premiers clients, dans le meilleur des cas, devraient avoir de l'eau vers 20h, 19h, 20h. Les premiers clients, les gens qui sont dans les parties basses.
Pour tous les autres clients qui sont dans les parties hautes, à mon avis, il faudrait attendre samedi après-midi pour être à peu près sûr que tout le monde est de l'eau. De toute façon, cela va nécessiter certainement que nous fassions des chasses d'air sur le réseau, de manière à ce que le réseau se remette vraiment en fonctionnement. Patience donc pour les habitants du sud de l'île. Après l'opération coup de poing hier, la signature d'une convention aujourd'hui pour plus de sécurité sur le réseau des bus mosaïques. Préfets, procureurs et CFTU s'engagent à prendre des mesures spécifiques en réponse aux agressions. Les précisions du préfet de la Martinique et du président de la CFTU interrogé par Alizé Lutran. La Convention prévoit, sous mon autorité, la création d'une cellule de veille, comme nous le faisons avec les mairies en termes de prévention de la délinquance, qui a vocation à se réunir très régulièrement, à faire le point, notamment le cas échéant sur les incivilités, voire évidemment les agressions dont pourraient être victimes les usagers ou les salariés, et de pouvoir adapter au plus près des réalités l'ensemble des moyens au service de la sécurité des usagers et des salariés. Le surnombre d'agressions que nous avons eu depuis janvier rendait nécessaire, incontournable, cette collaboration prévue par la Convention aujourd'hui signée. Parce que nous avons véritablement eu une recrudescence d'agressions graves qui nécessitait véritablement une réponse adaptée. Je crois que la réponse là, elle est au bon niveau. En bref, cette alerte Météo France, la Martinique en vigilance jaune pour mer dangereuse jusqu'à demain soir. Des vagues d'1,40 m sont attendues sur la côte Caraïbe, notamment entre Saint-Pierre et le Carbet. Le nord Atlantique ne sera donc pas épargné. Vigilance donc, notamment si vous avez prévu de prendre la mer. Et puis les prix du carburant pour le mois de mars en légère baisse. Regardons ensemble, 1,41 € le litre de sans-plan, 1,17 € le litre de gazoil. Donc des prix en baisse, mais pour la bouteille de gaz, ce n'est pas le cas. Elle est quant à elle fixée à 25,02 €, soit une augmentation d'1,45 €. Voilà pour les prix du carburant en vigueur à compter du 1er mars. La politique maintenant, à 58 jours du premier tour de la présidentielle, les sondages affichent des intentions de vote toujours aussi serrées et les près de 2 millions d'électeurs d'outre-mer sont donc très convoités. Benoît Hamon, candidat du Parti socialiste, a reçu une délégation ultramarine ce matin à Paris. Objectif, opération séduction. Voilà le reportage de nos correspondants sur place, Éric Dupuis et Atis Baran. Benoît Hamon en connaît certains, mais plutôt de vue, car les députés qui se présentent aujourd'hui à lui ne sont pas vraiment des proches. Ils n'ont pas été frondeurs comme l'a pu être le candidat pendant le quinquennat. Alors aujourd'hui, ils veulent être rassurés, entendre Benoît Hamon se satisfaire du bilan outre-mer de François Hollande. Je pense que dans ce domaine-là, outre la loi égalité réelle, outre ce qui a été fait sur la vie chère, il y a eu des initiatives législatives qui ont été dans le bon sens. Celle-ci, la dernière loi, ne connaît pas encore ses décrets d'application, mais elle ouvre la voie. Je trouve que c'est surtout qu'elle permet de se projeter sur le moyen et long terme. Cette rencontre intervient quelques jours après l'annonce de plusieurs poids lourds du PS Outre-mer de se rallier en faveur d'Emmanuel Macron, notamment à La Réunion. Alors le candidat socialiste n'est pas mécontent de voir s'engager auprès de lui des anciens soutiens d'Hollande, puis de Valls. On a 2 mois pour gagner. Et il l'a dit d'ailleurs, il a fait une analyse nationale sur la situation ici, après les ralliements, les alliances qui peuvent venir, comment lui il est optimiste en disant moi je veux être audacieux. C'est vrai que je suis candidat de la Belle Alliance, mais je reste un candidat libre. Libre et surtout qui veut aller au bout de son idée de 6e République, un projet qui plaît beaucoup au président du PPM, présent ce vendredi, mais qui n'a toujours pas formulé de soutien officiel. J'attendais vraiment ce que pouvait proposer Benoît Hamon. L'idée d'une 6e République nous convient parfaitement parce que ça nous permettra de rebattre les cartes. Nous sommes pour une responsabilité domiciliée localement et Hamon ouvre des perspectives très nouvelles et très libérées et ambitieuses concernant les formes de révolution qu'on pourra assumer. Les leaders du projet Outre-mer de Benoît Hamon entreront directement dans son organigramme de campagne. Au moins 2 têtes d'affiche et des référents par territoire. Leurs noms seront connus la semaine prochaine.
Place au carnaval. Dans ce journal, cette année encore, elles feront tourner les têtes, les coiffures spéciales carnaval. Regardez ce reportage tourné ce matin dans des salons de coiffure et dans les rues de Fort-de-France. Visiblement, il y aura encore beaucoup de couleurs cette année. Reportage signé Sabrina Doré et Louis Sabas. Bleu, rose, rouge ou encore multicolore. À 48 heures de la première grande parade des jours gras, certains ont déjà la tête en fête. Le bleu parce que c'est ma couleur préférée déjà, et comme j'ai ma plus grande fille qui voulait me voir en tissage, alors j'ai préféré le bleu comme ça. Cette année, j'ai décidé de mettre du jaune parce que ma tenue est jaune avec mon boucle de carnaval. Des couleurs que l'on trouve très facilement dans les magasins de vente d'accessoires pour cheveux. La tendance de cette année est au flashy. Les mèches de couleurs, on en a tout plein là. Les canicales en couleur, les afros en couleur, vous pouvez regarder par vous-même. Et puis les couleurs juste pour mettre sur la tête. Du côté des salons, la tendance est au motif élaboré. Même si les clients sont de moins en moins nombreux à casser leur tirelire pour avoir un look éphémère, une fois le pas sauté, les têtes se transforment en support à œuvres d'art. La tendance est en baisse cette année, compte tenu des contraintes. Ce sont des créations qui prennent un certain nombre de temps parce qu'il y a des temps de pause au niveau des colorations, des décolorations, des retouches motifs. Donc c'est vrai, c'est un travail qui demande une certaine discipline et qui prend un certain nombre de temps. Après les jours gras, les clients reprennent le travail. Donc c'est encore un autre budget pour retourner à la normale. Alors pour être fun sans trop d'extravagance, certains optent pour les dessins au rasoir qui disparaissent à la repousse. J'aime pas les couleurs, je suis pas sur ça et mes cheveux sont comme ils sont. Que ce soit en couleur, en perruque ou en dessin, l'objectif de tout le monde est de participer cette année à un carnaval qui décoiffe. Et on continue de parler de carnaval avec notre invité ce soir, le maire de la ville de Fort-de-France, Didier Laguerre. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. On va commencer par un sujet qui est au cœur des préoccupations encore cette année, la sécurité du carnaval. Quels sont les moyens qui ont été mis en place par la ville de Fort-de-France pour assurer cette sécurité ? Nous avons mis en place les moyens que nous avons l'habitude de mettre. Avec une vigilance accrue, c'est la police municipale, ce sont les ASVP, ce sont les agents de médiation, c'est la collaboration avec la police nationale, avec la CDI, l'ensemble des forces de sécurité qui interviennent sur le territoire de Fort-de-France. C'est 200 000 € de marché qui ont été passés avec des entreprises de sécurité privées. C'est un partenariat avec des associations de médiation pour qu'on ait un réseau de médiateurs qui interviennent également pour sécuriser le carnaval et faire en sorte que tout le monde puisse descendre s'amuser, comme on a vu l'intention des Martiniquais, des carnavaliers, de descendre s'amuser à Fort-de-France en toute sécurité et en toute quiétude. Alors en termes de chiffres, est-ce qu'on est en augmentation en termes de moyens, en termes de policiers municipaux, en termes de budget alloué pour la sécurité cette année ? Non, on est sur un budget qui est relativement constant. On est sur un budget du carnaval qui est entre 400 et 450 000 €, avec des montants alloués à la sécurité qui sont à peu près constants, avec des moyens humains, matériels qui sont déployés, avec un réseau de caméras de vidéoprotection qui a été livré et qui a été augmenté de 18 caméras qui nous permettent d'avoir une visualisation en temps réel du circuit, des rues du centre-ville, des terres Saint-Ville, et donc de pouvoir assurer dans de bonnes conditions la sécurité des carnavaliers. Ce n'est pas qu'une affaire de moyens financiers, c'est une affaire d'organisation, c'est aussi une affaire de formation des policiers municipaux, des ASVP, de ces agents de médiation, des vigiles, des sociétés privées, et de bonne coordination de tous les moyens de police qui sont mis en œuvre. Ça fait des mois que nous avons des réunions de travail pour pouvoir monter ce dispositif, même si maintenant ça fait 15 ans que la ville a mis en place ce dispositif. Vous parlez de médiation, justement, le carnaval, malheureusement, c'est souvent le moment où il y a des règlements de compte entre jeunes. Est-ce qu'un travail a été fait dans les quartiers, justement, pour les sensibiliser à cela ? Il y a un travail qui est fait dans les quartiers, il y a des caravanes qui sont organisées par des associations, il y a un travail de partenariat aussi dans le cadre du contrat local de prévention de sécurité, et qui nous permet d'avoir une action dans les quartiers vis-à-vis des jeunes. Il y a une prise de conscience aussi des jeunes, des quartiers, et moi j'invite tout le monde, y compris les jeunes, à venir participer au carnaval de Fort-de-France et à justement profiter
pour que ce soit un moment de décompression. C'est un moment de cohésion sociale important, c'est un moment culturel important en Martinique. Nous vivons un climat qui est quand même relativement tendu, qui est un peu stressant, et c'est le moment pour que justement chacun puisse venir s'amuser et laisser la violence, laisser le stress à l'extérieur de ce carnaval et faire en sorte que ce carnaval 2017 soit encore plus beau que le carnaval 2016. Alors, une dernière question sur la sécurité. Cette année encore, l'alcool sera interdit à la vente par les commerçants ambulants. L'alcool vendu en bouteille aussi sera interdit, des bouteilles en verre. Est-ce que cela a montré son efficacité? Oui, l'alcool en bouteille est interdit à la vente sur le domaine public. Nous avons un dispositif de contrôle, y compris de contrôle en matière d'hygiène, des ambulants qui sont installés sur le domaine de Fort-de-France. L'alcool est interdit aussi à la vente en bouteille dans les établissements, les bars et chez les restaurateurs. Il est interdit de se déplacer sur la voie publique avec des bouteilles. Oui, ça a montré son efficacité. On a eu par le passé des blessés, pas pendant le carnaval, mais après le carnaval, une fois que le dispositif est levé. On a eu des blessés par tesson de bouteille, par bris de bouteille. Et une bouteille dans les rues peut se transformer, en cas de problème, en arme. Et donc il est important, on fouille les carnavaliers qui pénètrent sur le territoire, sur le circuit, sur le centre-ville, on les fouille à l'entrée et il est important qu'on n'ait pas d'armes qui soient par destination, donc des bouteilles qui se transforment en armes parce que vous allez prendre une bouteille de bière, vous allez la casser sur le bord du trottoir et vous allez pouvoir faire un geste que vous n'auriez pas fait si vous n'aviez pas cette bouteille à disposition. Ça permet justement de faire en sorte que l'année dernière, on ait eu 0 blessé pendant le carnaval grâce à ces mesures de sécurité qui sont mises en œuvre et qui sont finalement bien comprises. On va parler des choses réjouissantes. Le carnaval en lui-même, le programme du carnaval à Fort-de-France. Évidemment, il y a le vidé en pyjama, il y a la grande parade de dimanche. Cette année, qu'est-ce qu'il y a de particulier par rapport aux autres années? Il y a le vidé en pyjama, il y a les associations qui interviennent dans les quartiers. Il y a eu beaucoup de défilés, de parades qui ont été organisées au Théâtre Saint-Ville, à l'Ermitage, à Dillon, qui sont organisées à Renéville, qui sont organisées par des associations que nous accompagnons. Nous aurons cette année encore un Vaval qui va nous interpeller. Je ne le connais pas, je ne l'ai pas encore vu et je suis comme vous impatient de le découvrir. Nous aurons également des animations organisées dans les rues de Fort-de-France, sur la place de la Savane, par une association qui va organiser un grand bal sur la place de la Savane, sur la Savane, avec une piste de danse qui a été réalisée par les services municipaux. Autant d'éléments qui permettent de mettre en avant et de mettre en valeur notre carnaval. Nous aurons un atelier de maquillage, de masques qui va être ouvert aux Martiniquais mais aussi aux touristes. Parce que nous avons de nombreux touristes qui fréquentent le carnaval, qui viennent courir le carnaval de Fort-de-France et qui passent à l'espace Camille d'Arcière pour se faire maquiller, pour faire en sorte que le carnaval soit beau. Nous aurons également des places mises à disposition de nos aînés, des personnes à mobilité réduite sur le parvis de l'hôtel de ville, devant la mairie, sur le boulevard. Nous avons donc tout un dispositif qui doit faire en sorte que la fête soit belle et que le carnaval joue son rôle de cohésion sociale, son rôle de soupape. Justement, et son rôle du point de culturel. vue politique, on voit qu'année après année, le carnaval à Fort-de-France reste quand même une priorité, malgré des difficultés financières. Au-delà donc d'amuser le peuple et de permettre aux personnes de se défouler, qu'est-ce que cela a comme impact dans votre politique culturelle ? Le carnaval est un moment culturel fort. Le carnaval de Fort-de-France, le carnaval de la Martinique. Ce n'est pas le carnaval de la Guadeloupe, ce n'est pas le carnaval de Trinidad. C'est un marqueur de notre patrimoine culturel et c'est donc important de transmettre cette culture martiniquaise avec les masques traditionnels. Tambour Bocanal et bien d'autres associations font un travail de transmission de ces masques, Marianne Lapofique, le Diable, etc., les nègres sirop, qui sont des éléments de notre tradition. Les chants aussi sont des éléments de notre patrimoine et font référence à la vie à Saint-Pierre à l'époque. Et donc tout ça, c'est un patrimoine qui... Vous parlez des chants graveleux également? Non, je ne parle pas des chants graveleux, je parle des chants traditionnels du carnaval du style Beaufeya. Il faut savoir ce que ça veut dire. Beaufeya, ça renvoie à une histoire qui se passait à Saint-Pierre. Tout ça, ce sont des éléments de notre patrimoine. Alors aujourd'hui, on a des chants qui ont dévié, mais là aussi, ça fait partie de notre culture et de l'évolution de cette culture. Et puis le carnaval, c'est aussi un élément économique important. Nous avons toute une activité économique qui tourne. On a vu en matière de coiffure, d'accessoires, mais aussi en matière de marchands ambulants, de vente ambulante. Nous avons des commerçants, des acteurs économiques qui font une partie de leur chiffre de l'année sur des événements comme le carnaval. C'est donc un moment
important et malgré le contexte financier contraint que tout le monde connaît, nous tenons à organiser ce carnaval et chaque année nous tâchons d'aller un peu plus loin et nous avons l'ambition à Fort-de-France d'avoir un musée du carnaval qui nous permette de sanctuariser le patrimoine en termes de masques que nous avons sur le territoire de la Martinique et faire en sorte que ce carnaval puisse perdurer dans l'année et que nos touristes puissent nous visiter à d'autres périodes. Merci Didier Laguerre, maire de la ville de Fort-de-France, d'avoir accepté notre invitation ce soir. On parle toujours carnaval et on prend la direction de la Guyane. Là-bas, le carnaval est rude. Des soirées Touloulou et Tololo chaque semaine, des défilés dans les rues tous les dimanches après-midi. Depuis le début du mois de janvier, certains ont du mal à tenir le coup. Heureusement, il y a les fameux rebelles créoles. On les découvre avec Ayo Dédé-Germa. Vendredi, galette. Samedi, nana. Dimanche, il y avait le bal titane. Lundi, mariage burlesque. Mardi gras, diable rouge. Nana le soir. Mercredi matin, il y avait le vidé de 5h du matin. Le vidé de mercredi après-midi. Nana jusqu'à minuit. Et après, c'était fini. Depuis vendredi jusqu'à mercredi décembre. Voilà. Maintenant, c'est de lundi à lundi. Henri-Paul Chingalong, membre de l'Observatoire du Carnaval guyanais, se rappelle de la dernière ligne droite, telle qu'elle était pratiquée au bon vieux temps. Des souvenirs qu'il partage avec sa tante, même si ceux de cette dernière remontent encore plus loin, dans les années 50. Il y avait les balayeuses qui sortaient, qui mettaient une grande robe de chambre, et puis avec leur balai, et puis qui balayaient la rue avec leur chapeau, et puis qui balayaient la rue. On ne voit plus ça aussi, mais toujours masqué, jamais visage découvert. Pour être en forme durant les derniers jours du carnaval, il y avait toute une panoplie d'herbes, onguents et autres tisanes qui faisaient d'un lendemain de fête le début d'une autre. Et pour les herbes même, pour se laver, pour retirer la fatigue, c'est vénéré, atumo. Et on peut le boire aussi, si on a une grippe, tout ça. Et puis quoi encore, qu'est-ce qu'on peut mettre comme herbe? Il y a, et comment elle s'appelle encore? Monjoli. Feuille monjoli, c'est un petit peu sable, les feuilles. On fait bouillir ça ou écraser, puis de mettre au soleil et puis de prendre un bon bain comme ça. Voilà, bérum. Après qu'on a fini de prendre un bon bain, comme j'ai dit tout à l'heure là, et puis on se frictionne tous les membres, tout le corps avec les jambes, le pied, enfin pied, tout. Et puis ça vous rend bien. Hein, le corps n'est pas là, ça en fait les fatigue pas. Pour les plus nostalgiques, la dernière ligne droite débute ce soir. À vos marques. Restez avec nous à suivre dans votre journal économie les échanges entre la Martinique et ses voisins caribéens dans le cadre de l'Organisation des États de la Caraïbe orientale. Et puis le Bois-Jack, lui aussi incontournable du carnaval martiniquais. Vous découvrirez deux passionnés. Nous les avons suivis lors de la préparation de leur engin. Vous le savez peut-être déjà, la Martinique fait partie de l'OECS, l'Organisation des États de la Caraïbe orientale, une sorte d'union européenne pour échanger sur des programmes économiques et touristiques. Ce matin, un forum ouvert à tous était organisé avec l'OECS et la CTM à la Village Hauteclair. On écoute les précisions de Yann Monplaisir, le vice-président de la CTM. Avec lui, nous sommes revenus sur l'intégration régionale. On l'écoute. Qu'est-ce qui est important? Coopération, intégration. Bien sûr, l'idéal serait une intégration, c'est-à-dire que nous ayons tout en commun. Mais ça, c'est, je dirais, à très long terme. Mais ce qui est important, c'est de construire aujourd'hui. Et pour construire cette intégration qu'eux-mêmes veulent et qu'ils n'ont pas encore réussi entre eux, les anglophones, il faut d'abord passer par la coopération. Donc ce ne sont que des étapes. Ce qui est important, c'est ce qu'on veut faire et où on veut aller. Nous avons l'Europe qui est quand même le rassemblement de nations le plus puissant du monde aujourd'hui. Et que nous sommes à même de mettre à disposition les leviers de cette Europe dans la Caraïbe, puisqu'il y a des programmes de l'Union européenne qui ont pour vocation de favoriser les échanges entre les zones frontières de l'Europe et leurs voisins. Donc nous sommes les voisins de ces zones-là et nous sommes l'Europe. Donc c'est une chance inouïe pour nous, si nous savons articuler notre démarche à partir de cette vision-là.
Yann Monplaisir interrogé par Sabrina Doré et Louis Sabas. Économie, toujours en Guadeloupe, la récolte de la canne a commencé. C'est l'un des poumons industriels de l'île Sœur. Nathalie Dinan et Patrick Curie ont pu suivre une récolte ce matin à Bemao. On regarde. La coupe est enfin lancée après plusieurs retards à l'allumage, repoussant le début de la récolte pour diverses raisons sociales et administratives. Nous sommes sur les 4 hectares de terre d'Adrien Foucan, planteur depuis 1988. Les difficultés liées à la canne, il connaît, mais c'est sans aucun mal qu'il appréhende cette nouvelle saison. Moi non, parce que ça, tous les années, toujours eu un petit problème. Avant que démarre, tous les années, sans que je n'ai habitué avec ça. Tout le monde, pas toujours eu un problème. Et après, ça a résolu. Parce que les gens bon des autres qui ont établi un lot. Tout bien réglé contre la partie. Il faudra 3 jours pour venir à bout de cette parcelle si les conditions météorologiques sont favorables. Bon, on commence ce climat là, mais on va passer depuis pas l'eau là. On est à piquant, tout canne fait canne. Parce que là, on a l'eau de l'eau. Alors on va penser depuis le soleil là, continuer contre la meilleure. Parce que quand on va dire nous travaillons selon le temps, on peut commencer à appliquer une météo si richesse la baisser. Mais depuis le soleil là continue, puis bon, on est là ça. Une bonne récolte passe aussi par les opérateurs de coupe, ces travailleurs discrets, essentiels dans la chaîne. Ils doivent manier délicatement la machine et faire face au dénivelé du terrain. Autant dire qu'ils ont une grande responsabilité envers les exploitants. Voilà, moi, c'est de couper comme là, quoi. De pas ni perte à niveau à planter là, parce que bon, c'est des agriculteurs quand même. Donc c'est de couper qu'on a planté là le plus propre que possible. Chaque pièce qu'on est en difficulté. Donc on peut trouver des terrains qui raident, qui n'y pente, qui n'y des pièces qui n'ont l'eau roche, comme ça. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est l'agriculteur là qui prend soin qu'on a. Une année exceptionnelle annoncée malgré un faux départ. Près de 774 000 tonnes de canne devraient être récoltées. Tout ça en 4 mois. Voilà pour l'essentiel de l'information. Tout de suite, votre JT des communes. Et ce soir, Hubert Bornil nous fait partager cette rencontre avec 2 grands enfants amateurs de bois-jacques, ces voitures décorées, aménagées, modifiées pour le carnaval. Un reportage réalisé avec Michelet François. Parallélisme, bon équilibrage parfait. C'est la Bois-Jacques, c'est le Destroy Bois-Jacques. Et voici les hommes qui travaillent. Hervé est en train justement de monter les instruments genre volant, embrayage, frein et tout ça. Et ça va se piloter depuis là-haut. Le Bois-Jacques Destroy, l'invention des 2 frères Thierry et Hervé. Chaque année ainsi, ils sont au rendez-vous du carnaval. Un véhicule de guerre, c'est pour aussi faire passer un message, mais ça va être aussi plus la joie. Parce qu'on va faire des colombes, on va faire des fleurs, donc ça va être un bateau de paix. Au lieu de faire la guerre, faites la paix. Hervé, Thierry, puis James, le spécialiste de la peinture. Voilà l'équipe. À part cela, ajoutons les 2 danseuses qui passent régulièrement, comme on le voit, constater l'avancée des travaux. Alors justement, continuez là, mon maï. Ça va être écrit Destroyer Bois-Jacques. Et là, on va avoir là une chaîne, bien sûr, avec l'encre qui va être ici. Ça va être un petit peu cabossé. Là, on aura la mer ici. L'authentique Bois-Jacques dans l'esprit de ce qui se faisait anciennement, avec le côté recherche et un certain souci de l'originalité. Quand je regarde ma voiture avec celle des jeunes, je me dis, putain, moi, j'ai pas de bois. Moi, je sais que j'ai une Bois-Jacques. Mais quand je vois ça, c'est très bien ce qu'ils font. Moi, c'est très joli. Mais les voitures climatisées, ça, moi, je dis que c'est à la base, c'est l'autre qu'on prend, on va réparer, on va machin, on va sécurité, ok, d'accord, nœud, ok, contrôle technique. Pas de souci à ce niveau. On a déjà vu un impact d'obus. Il faut qu'il me fasse ça ici, là, comme ça. Là. Quand tu vas mettre Destroyer Bois-Jacques, là, je veux que ça soit en couleur. C'est-à-dire qu'une couleur vraiment qui quand on voit, qui frappe quoi, en fait. Plus quelques menus détails à corriger et puis on passera à la peinture. D'ailleurs, James nous paraît déjà très inspiré. On sait ce qu'on veut faire déjà, mais j'ai des éléments qui vont m'aider à aller plus vite.
des textures, des couleurs. Et puis là, en fait, j'ai fait le programme de ce que je vais avoir besoin. Et des bombes, notamment. Et il faut que je vois en fonction des couleurs que j'ai là, combien de bombes et combien de couleurs. Mécano, le moteur, il est bon, hein? Oui, il est bon, oui. Donc, pas de problème. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Nous allons balancer? Balancer la sauce. Nous allons balancer pour nous. Bon, alors, ok. Alors, Mécano, c'est bon? C'est bon. Hervé, ça va aller? C'est bon. Bon, mais on lance le feu. Lancement des feux, c'est parti. Ok, carnaval là, il est parti, moment là. Attention mon cher Hubert aux nouveaux radars installés sur les routes de Martinique. On poursuit avec cette information pratique, le programme du don du son pour demain. Une navette donc sera présente, le camion de l'EFS sera présent au centre commercial La Galeria de 8h30 à 13h. Restez avec nous à suivre votre rendez-vous en Tchépéia. À tout de suite.